Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, monsieur le président de la commission des lois, refonder le modèle de l'adoption afin de permettre à chaque enfant de trouver le projet de vie le plus adéquat à son profil et d'en faire un outil majeur de protection de l'enfance, ce sont deux grands objectifs que notre collègue députée Monique Limon, auteure de la proposition de loi à l'Assemblée, mettait en exergue lors de la discussion de son texte à l'Assemblée nationale en décembre dernier. Difficile de ne pas souscrire à ces objectifs louables, et tout le monde ici en convient. Et on en convient d'autant plus si on rappelle un peu la genèse de ce texte que vous avez rappelé, monsieur le ministre et madame la rapporteure. Une PPL qui fait suite à un rapport intitulé « Vers une éthique de l'adoption », donner une famille à un enfant et non pas, sous-entendu, donner un enfant à une famille, une philosophie à laquelle, je crois, nous souscrivons clairement tous ici. Ce rapport, lui-même une commande du gouvernement après le rapport de l'IGAS de mars 2019, suite à la révélation de pratiques discriminatoires dans un département, discriminatoires fondées sur l'orientation sexuelle des candidats à l'adoption. Rappelons tout de même que ce rapport n'avait pas conclu pour autant à l'existence avérée de discrimination, mais avait révélé des risques de fragilité dans le dispositif. Cette précision est importante parce qu'il nous semble que si la volonté de fluidifier et de rendre plus transparent le système en place est louable, il aurait été judicieux de procéder à une évaluation du système en place en concertation avec les acteurs du secteur et notamment d'évaluer cette fameuse loi de 2016 et notamment nombre de ces dispositions qui n'étaient pas ou très mal mises en œuvre. C'est ce que souligne d'ailleurs le rapport Limon-Imbert, mettant en exergue que nombre de dispositions préconisées par cette loi n'étaient pas mises en œuvre dans plusieurs départements, en particulier sur le projet de vie de chaque enfant. Ce n'est visiblement pas le choix qui a été fait en privilégiant la voie législative, qui plus est par la voie d'une PPL qui n'exige pas d'étude d'impact ni d'avis du Conseil d'État, et pour faire encore plus vite, par la procédure accélérée qui a été enclenchée. En ce sens, nous rejoignons madame la rapporteure. Au risque avéré de produire un texte aux nombreuses zones d'insécurité juridique, et en effet, c'est le cas. Nous nous sommes trouvés de fait face à un texte qui relevait plus d'un agrégat de mesures, sans toujours une grande cohérence. L'architecture elle-même du texte posait problème, comme par exemple le titre 2, relatif au statut de la tutelle, qui aurait dû prendre place plutôt dans le projet de loi protection de l'enfance, qui lui-même aurait dû être examiné, comme l'a souligné Mme le rapporteur, avant ce texte. L'adoption n'est qu'une forme de la protection de l'enfance. Ce qui nous a interpellés en examinant ce texte, c'est l'unanimité des acteurs du secteur, toutes fonctions confondues, magistrats, avocats, associations d'adoptants, d'adoptés, comme services départementaux, inquiets de la faiblesse juridique du texte. Vous n'en avez sans doute pas été dupe, monsieur le ministre, puisque le gouvernement a été amené lors de l'examen à l'Assemblée nationale, je reprends vos propos, à solliciter une habilitation à légiférer par ordonnance afin de mieux harmoniser et coordonner le Code civil et le Code de l'action sociale et des familles, et donc de préserver la parfaite lisibilité de ces questions. Outre que c'est l'aveu de la fragilité juridique du texte, c'est aussi une curieuse façon de concevoir le travail et le rôle du Parlement. Nous connaissons tous ici votre amour des ordonnances, mais j'ai la faiblesse de penser, comme nombre de mes collègues, que le Parlement a pour mission essentielle d'écrire la loi du mieux qu'il peut et de contrôler l'action du gouvernement, ce qui passe notamment par une loi bien écrite. De plus, il est quelque part choquant d'utiliser une ordonnance, une habilitation à légiférer par ordonnance sur un domaine de droit civil qui tient aux droits de la personne et dans le cadre d'une PPL. Vous comprendrez, monsieur le ministre, que cette disposition ait été quasiment unanimement repoussée par notre commission et que nous ne souscrirons pas à votre réitération de rétablir cette habilitation par un nouvel amendement. Ceci dit, parce qu'au-delà d'être des législateurs, nous avons considéré que l'objet de ce texte touche l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'il y avait
quelques avancées dans le texte, il convenait pour nous d'avoir une démarche constructive et d'amender ce texte pour le rendre un minimum efficient. Après tout, c'est aussi cela, les vertus de la navette parlementaire. Un des apports essentiels du texte est celui relevant de l'article 2, selon lequel peuvent adopter ensemble non seulement des couples mariés, mais aussi les partenaires de PACS et les concubins. Il était inéluctable d'en arriver à cette précision. Dans le contexte actuel des filiations non biologiques, rappelons qu'en 2012, la Cour de cassation jugeait que réserver l'adoption conjointe à des couples unis par le mariage ne consacrait pas un principe essentiel reconnu par le droit français. Nous avons d'autre part présenté des amendements pour tenter de corriger ce qui pouvait être considéré comme des contresens ou des zones d'imprécision, notamment sur la question du consentement, ça a été souligné par Madame le rapporteur, les questions relatives aux agréments, la question du statut des OAA, que le texte issu de l'Assemblée revenait à liquider partiellement, notamment pour l'adoption en France, alors même que certains d'entre eux sont reconnus d'utilité publique, justement pour leur activité d'intermédiaire pour l'adoption. Je vois hocher, mais c'est en tout cas le sentiment et ce qu'on a entendu dans les auditions et en lisant le texte. Et puis sur le conseil de famille et le statut du tuteur. J'aimerais souligner le travail extrêmement constructif qui a été fait en commission des lois, le travail minutieux de notre rapporteur, son honnêteté intellectuelle, elle vient de démontrer, ceux qui sont à la commission comprendront, ainsi que son écoute par rapport aux nombreux amendements que nous avons présentés qui ont été intégrés. Au final, le texte qui nous est soumis est un texte assez largement remanié. Il nous semble garantir les apports essentiels souhaités par les auteurs, mais aussi alléger des mesures qui pouvaient poser problème sur le plan juridique. Nous pensons que certaines améliorations pourraient être permises, notamment sur la question de l'adoption internationale et de l'accompagnement global de l'ensemble des demandes d'accès aux origines personnelles. C'est le sens des amendements que nous avons présentés pour la séance. Plus généralement, à force d'être remanié, et par petites touches, depuis 1966, le droit à l'adoption est devenu sur beaucoup de points illisible. Ce texte avait la prétention de le rendre plus lisible. Nous ne sommes pas sûrs qu'il ait atteint son but, même s'il y a des apports dans le texte. De fait, nous regrettons que ce qui se voulait une refonte de l'adoption n'ait pas fait l'objet d'une étude juridique approfondie, d'une véritable concertation avec les acteurs de l'adoption. Je crois que ça valait le coup et il nous restera du travail à faire, mais nous ne nous opposerons pas